O professor Boris é neurologista, psiquiatra, psicanalista, mas também etólogo. Orienta um grupo de pesquisa em etologia na clínica do Hospital de Tulum. Representa o espírito integrativo por excelência e gosta de definir a sua trajetória como uma retomada de todas as ideias recebidas sobre psicologia, a fim de repensá-las a partir da observação do comportamento dos animais. Suas descobertas sobre a resiliência perpassam os 22 livros que publicou. Ravi d'être avec vous au Brésil, que je connais très bien puisque je suis arrivé hier soir, donc j'ai eu le temps d'apprendre à parler brésilien sans accent. Et je vais vous faire quand même un exposé un peu bref sur la fonction de l'empathie et sur ses racines neurologiques. Qu'est-ce que c'est que ce mystère que Jean-Paul Sartre disait « L'enfer, c'est les autres, mais sans autres, il n'y a pas d'existence ». Est-ce que ça veut dire qu'on est contraint à vivre en enfer ? Puisque sans autres, même un bébé, quand il n'y a pas d'altérité, ne peut rien développer. Même si son cerveau est sain, sa génétique est saine, sa biologie est saine, s'il n'y a pas une altérité, il ne peut rien développer et il devient gravement malade parce qu'il n'y a pas d'altérité. Donc c'est la condition paradoxale des êtres humains, c'est la condition paradoxale des mammifères, c'est qu'on a besoin d'un autre pour devenir soi-même. Alors voilà un petit peu ce qui va organiser mon exposé. Je vais passer quelques minutes dans l'éthologie animale pour dire que chez tous les mammifères, c'est le même problème. Voilà ici une petite femelle macaque qui, accidentellement, est privée d'altérité parce que sa mère est morte d'accident ou de maladie, ou parce que, expérimentalement, cette petite femelle macaque a été isolée. S'il n'y a pas d'altérité pour orienter ces développements, tous les développements s'orientent sur soi-même. Les balancements, c'est ce qu'on voit avec nos enfants quand ils sont en carence affective. Ils orientent leurs comportements vers eux-mêmes, balancement, tournoiement, activité auto-centrée, et si l'émotion est trop forte, agression, se déchirer, se mordre, se taper la tête contre les murs, comme on le voit avec tous les enfants abandonnés. Et quand j'ai travaillé en Roumanie ou en Bulgarie ou en France avec des enfants qui accidentellement ou culturellement ont été isolés, il ne faut pas oublier que les 200 000 enfants roumains ont été placés dans des situations d'isolement sensoriel par une pensée politique stupide et criminelle chez Ceausescu, qui est dans une pensée pratiquement raciste, avait pensé que un enfant pouvait se développer sans famille et sans milieu, donc il les avait isolés c'était des orphelinats, mais ce n'étaient pas des orphelinats. En Roumanie, il y a des orphelinats qui ont très bien fait leur travail et qui ont sauvé beaucoup d'enfants, mais là, c'était des mouroirs. C'est-à-dire que les enfants étaient isolés, personne ne leur parlait, ils avaient une assiette de soupe par jour et on leur donnait un coup de jet d'eau par mois. Donc ces enfants puaient, ils sentaient mauvais, et bien sûr, ils ne parlaient pas puisque personne ne leur avait parlé. Et quand on a demandé des scanners à ces enfants, tous ces enfants avaient une atrophie des 2 lobes préfrontaux et du système limbique. Et ils n'avaient que des comportements auto-centrés. Et je me rappelle une fois en Bulgarie, en marchant dans des salles où il y avait 50, 100 enfants, les enfants ne nous voyaient pas comme des objets entiers,
ils ne nous voyaient pas comme des êtres humains, ils nous voyaient comme des morceaux d'objets. Ils étaient en train de se balancer, et puis tout d'un coup, ils se jetaient sur ma jambe, serraient le pantalon contre eux, et puis repartaient se taper la tête contre les murs et se balancer. Donc la privation d'altérité est une très grave altération neurologique, affective, et bien sûr, la psychologie ne peut même pas se développer puisqu'il n'y a pas le starter, il n'y a pas le point de départ neurologique, puisqu'il n'y a pas d'altérité. Alors voilà ici une expérimentation qu'on n'a plus le droit de faire maintenant parce qu'en France, les animaux sont considérés comme des êtres sensibles, donc on ne peut plus tout se permettre avec les animaux et on ne peut plus faire avec eux des expérimentations qu'on a fait pendant 30 ou 40 ans et qui démontrent que ces mammifères sont des êtres sensibles et que par conséquent, quand on les prive d'altérité, on les altère gravement. Alors, donc la notion d'empathie est partie, c'est cette petite femelle macaque qui a développé la notion d'empathie. S'il n'y a pas... Qu'est-ce qui se passe quand un enfant, quand un petit mammifère a besoin d'un autre pour développer ses compétences neurologiques, comportementales, affectives et chez l'être humain, verbales? Or, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit qu'il faut qu'il y ait un développement constant des interactions pour que le psychisme soit, le cerveau et le psychisme soient constamment structurés, et que quand il y a une défaillance de la construction de soi, on arrive à des altérations relationnelles pré-verbales. Je vais rester quelques minutes dans le monde pré-verbal, parce que vous savez que aucun enfant ne parle le jour de sa naissance, sauf Pantagruel, qui, à peine né, s'est écrié « à boire, je veux du bon vin », mais à part Pantagruel, aucun enfant ne parle le jour de sa naissance. Et c'est un problème, c'est qu'il y a donc une période pré-verbale où le cerveau et le non-conscient se structurent sous l'effet des pressions du milieu. Et les pressions du milieu, à ce stade du développement, c'est le corps de notre mère, c'est les bras de notre mère, c'est les interactions constantes. Et dans la condition humaine, le père apparaît très tôt. Chez les animaux, on ne sait pas qui est le père. C'est-à-dire qu'il y a des femelles, la mère, et un groupe de femelles qui convoitent le petit, parfois violemment. Et parfois, j'ai vu un petit macaque, sa mère le tenait par les bras, une autre femelle tirait par la jambe, et en tirant, elles ont tué le petit macaque. Mais il n'y a que des femelles qui convoitent le petit macaque. Et il y a eu une observation d'éthologie animale récemment qui a montré qu'un mâle avait adopté un petit singe orphelin. Mais c'est arrivé une fois, c'est très rare. La plupart du temps, c'est des femelles qui convoitent les nouveau-nés. Et alors, est-ce que ça veut dire, dans les théories du genre, je ne sais pas si les théories du genre sont arrivées au Brésil. Si j'ai vu un livre de Butler, Judith Butler, à l'aéroport. Donc les théories du genre sont arrivées au Brésil. Est-ce que chez les macaques, il faut en conclure que si les femelles convoitent les nouveau-nés, c'est d'origine culturelle? Donc c'est vous qui déciderez. Je ne sais pas si on peut tenir ce genre de raisonnement. Mais ça veut dire que là, lorsqu'il y a un trouble du développement, je vais rester encore une minute ou deux chez les préverbaux, chez les animaux. Vous avez ici un petit... Alors bon. Ah, j'ai fait... Vous avez ici... Ah, bon, ça marche plus, c'est pas grave. D'accord. Vous avez ici un singe qui, jusqu'à l'âge de 8 mois, répond à ses stimulus internes. C'est-à-dire qu'il doit se faire toiletter
parce qu'en étant toiletté, ça élimine les parasites et surtout les poils se collent et ça fait une véritable doudoune qui le protège des infections. Et un singe qui ne sait pas se faire toiletter meurt de pneumonie. Il meurt de pneumonie parce que sa doudoune ne le protège plus et quand il y a un microbe ou un virus qui passe, eh bien, il attrape ce virus et un singe en carence affective meurt de pneumonie. Mais quand il n'y a pas de carence affective, on voit que le petit singe ici, jusqu'à l'âge de 8 mois, répond à un stimulus interne et il se met en position de toilette sans tenir compte de la présence de sa mère. Sa mère regarde ailleurs, il répond à un stimulus interne et il se met en position de toilette. Et il faut attendre le 8e mois pour que le petit singe regarde sa mère et ne se mette en position de toilettage que lorsque sa mère le regarde. Donc il a fallu attendre un développement pour que l'animal se perçoive. Sa mère le regarde, je me mets en position de toilette, ma mère ne me regarde pas, c'est pas la peine de me mettre en position de toilette, je ne serai pas toiletté. Donc c'est un processus développemental qui fait que si une défaillance arrive à ce moment-là, le petit singe n'apprendra pas à s'adapter au comportement de l'autre, il va être mal toiletté et ce trouble de l'interaction fait qu'il va mourir très probablement de pneumonie parce qu'il y a eu un trouble interactionnel. Alors bien sûr dans ce genre de raisonnement, on voit que j'ai intégré l'interaction, la biologie et l'affectif. Alors voilà ici, alors maintenant on va quitter le monde animal et on va rentrer dans le monde humain. Dans le monde humain, on commence à faire des gestes désignatifs bien avant de parler. Et les animaux, les grands singes et nos chiens, les animaux humanisés, accèdent déjà à la représentation de l'autre. C'est avant la parole. Et j'ai un chien lacanien. Je sais que Lacan est très aimé en Amérique du Sud. Mon chien est lacanien. C'est-à-dire que quand je lui lis des pages de Lacan, il me regarde, il couche les oreilles et il remue la queue. Il adore que je lui lise des pages de Lacan. D'ailleurs, mon chien, c'est le seul qui est capable de comprendre Lacan. Et donc ça veut dire qu'il y a un monde mental avant l'apparition de la parole. Et il y a une expérimentation qui a été faite à Marseille. Il y a un grand espace et une caisse avec des bananes et des raisins secs. Le chercheur du CNRS rentre dans la pièce, dans la salle. Le premier jour, les singes se méfient, ils se mettent dans un coin, ils le regardent. Le chercheur va vers la caisse, ouvre la caisse et donne des bananes et des raisins secs. Le deuxième jour, les singes ont un peu moins peur. Il va vers la caisse, il donne des bananes et des raisins secs. Le troisième ou quatrième jour, il entre dans l'espace. Les singes vont directement vers la caisse, anticipant ce qui va venir, c'est-à-dire que les singes, les chimpanzés, répondent à une information qui n'est pas dans le contexte. C'est une information qui est dans leur mémoire. Il m'a donné des bananes et des raisins secs, donc il va me donner des bananes et des raisins secs. Donc les chimpanzés répondent à une information qui n'est pas dans le contexte, qui est dans leur représentation de mémoire et d'anticipation. C'est un monde mental, ce que je viens de dire, c'est la définition du symbole. Le symbole, on met un objet, on le met là pour désigner quelque chose qui n'est pas là. C'est le symbole. Donc ça veut dire que déjà des chimpanzés préverbaux ou non-verbaux ont déjà accès à un monde de symboles. Ils peuvent représenter des choses absentes et ils peuvent répondre à des informations absentes.
et donc il court vers la caisse, mais le 5e jour, le chercheur rentre dans l'espace avec un bandeau autour des yeux. Et là, les singes ont 3 comportements. Un premier comportement, ils pleurent, ils sont désespérés, ils font comme nos enfants en carence affective, ils pleurent. Un tiers des chimpanzés tirent le chercheur ou le poussent vers la caisse parce qu'ils peuvent pas, ils n'ont pas de pronosupination, ils ont la pince, mais ils peuvent pas faire ce geste pour des raisons anatomiques, donc ils peuvent pas ouvrir une clé. Et le chercheur, qui lui est un être humain, peut faire ce geste et donner des bananes et des raisins secs. Donc il pousse le chercheur vers la caisse. Donc là encore, ils organisent un comportement pour répondre à une anticipation, parce que c'est dans leur mémoire. Et puis un tiers des chimpanzés, alors là, j'arrive à l'empathie, un tiers des chimpanzés cherchent à enlever le bandeau du chercheur. Ce comportement nous permet de comprendre que les singes ont compris. Moi, à sa place, avec un bandeau autour des yeux, je ne pourrais pas trouver la caisse, donc je n'aurai pas de bananes et de raisins secs. Donc ça veut dire que l'empathie, cette aptitude à se décentrer de soi pour se représenter le monde d'un autre, existe pré-verbalement, et il existe même chez nos enfants pré-verbaux. Il existe chez les mammifères, il y a beaucoup d'observations chez les dauphins, chez les singes, ou chez les loups. On parlait de Franz de Waal de tout à l'heure, il y a déjà des mécanismes de coopération, des mécanismes d'entraide dans le monde animal. Donc ça existe aussi chez nos enfants. Et on a fait une manipulation expérimentale à Toulon avec une 50aine d'enfants. Il y a une dame et la mère. La mère est là, et la dame a pour consigne de remonter un nounours qui bat du tambour. Et on fait rentrer un enfant sur 50 enfants. On fait rentrer l'enfant, la dame remonte le tambour, l'ours mécanique bat du tambour, les enfants sont ravis. Et puis, on fait une deuxième variable. La dame fait semblant de remonter le nounours. Le nounours, donc, ne bat pas le tambour. La dame a pour consigne de faire semblant de pleurer. Sur 50 enfants, 48 enfants ont pris le nounours mécanique et l'ont porté à leur mère. Parce que les mères savent tout faire, elles savent réparer les nounours mécaniques. Et ces 48 enfants sur 50 ont fait un bisou à la dame qui pleurait, lui ont fait une offrande alimentaire et ont porté le nounours mécanique à leur mère. Mais 2 enfants ont battu la dame qui faisait semblant de pleurer. Et quand on a enquêté sur ces enfants, c'était 2 enfants qui vivaient dans des familles de violence conjugale extrême. Donc ils avaient acquis dans leur mémoire une mémoire de la violence conjugale, et quand la dame fait semblant de pleurer, les enfants la battent. Donc ces 2 enfants-là avaient perçu le pleur de cette dame, le pleur expérimental de cette dame, ça les avait mis mal à l'aise, et au lieu de voler à son secours, comme l'ont fait 48 enfants, ils ont agressé la dame qui faisait semblant de pleurer, parce que chez eux, ils avaient été agressés par la violence conjugale. Quelque chose était dans leur mémoire qui fait qu'ils anticipaient et ne savaient pas se décentrer d'eux-mêmes pour se représenter le monde mental de la dame qui faisait semblant de pleurer. Donc dans ce genre de raisonnement, je suis en train de proposer l'idée que la mémoire, c'est pas le retour du passé. La mémoire, c'est la représentation du passé, c'est-à-dire qu'on va chercher dans son passé les images et les mots qui vont nous permettre de nous faire un agencement de représentation, d'images, et plus tard, quand on parlera, une représentation de mots. Et là, on répond, nos enfants répondent à des informations qui sont dans leur mémoire, qui vont venir, mais qui ne sont pas dans le contexte.
Donc l'empathie, c'est vraiment, comme le disent les philosophes, l'aptitude neuro-affective, neurologique et affective à se décentrer de soi pour se représenter le monde d'un autre. Et que quand il y a un trouble du développement, cette aptitude à se décentrer de soi ne se met pas en place et on reste prisonnier du contexte et on répond aux stimulations du contexte. Si cette dame pleure, moi dans ma mémoire, j'ai vu mes parents violents. Si cette dame pleure, ça m'angoisse, je l'agresse, je la frappe. Donc ça veut dire qu'il y a une ontogenèse, un développement de soi qui entraîne la représentation. Et là, voilà ici, il n'y a plus de flèche, au secours. Ah voilà, ça y est, elle est revenue. Voilà, magnifique. Alors, voilà ici une thèse que j'ai dirigée, et c'est Anne Robichet. Et on avait, à la maternité à Paris, la maternité de l'hôpital Necker, on avait envoyé 6000 questionnaires. Monsieur, madame, on sait que votre bébé est né à telle date, donc aujourd'hui il a entre 12 et 14 mois. Voulez-vous simplement mettre une croix pour ces 3 items? Est-ce que votre bébé, à l'âge de 14 mois, soutient votre regard? Est-ce que votre bébé joue à faire semblant? Et est-ce que votre bébé pointe du doigt? Or, sur les 6000 questionnaires, on a obtenu quelques centaines de réponses et il y avait 44 enfants qui n'avaient pas ces 3 items à l'âge de 14 mois. C'est-à-dire que un enfant qui se développe bien, à l'âge de 14 mois, soutient le regard, il joue à faire semblant et il pointe du doigt. Or, sur ces 44 enfants, on a téléphoné, il y avait eu 30 tragédies familiales, maladies, accidents, quelque chose de très grave qui avait arrêté la sécurisation de la niche sensorielle qui entoure un enfant. Et ces enfants insécurisés étaient devenus autocentrés et n'avaient pas acquis cette aptitude à regarder l'autre, désigner un objet, jouer pour entrer en interaction avec la mère ou avec quelqu'un d'autre. Et sur ces 44 enfants, on avait revu les 44 enfants, il y avait 30 tragédies, et pour les autres, il a bien fallu faire le diagnostic d'autisme, un trouble du développement qui fait que ces enfants n'avaient pas accès à la représentation du monde de l'autre. Alors, parce que l'index, le pointer du doigt, c'est un geste désignatif. C'est le premier geste linguistique. Dès l'instant où, à l'âge de 12 mois, c'est-à-dire bien avant la parole, puisque la parole n'apparaît chez tous nos enfants, quelle que soit la culture, quelle que soit la complexité de la langue, quelle que soit la richesse verbale du milieu, tout enfant commence à parler vers le 18-20e mois et à 30 mois a acquis plusieurs centaines de mots, parfois même 1000 mots, des règles de grammaire, un début de double articulation. Donc en 10 mois, tous nos enfants, quel que soit le contexte culturel, ont appris sans école, sans livre, sans professeur, ont appris la langue maternelle avec la mémoire du corps qui fait qu'ils ont l'accent de leur milieu. Et c'est une performance intellectuelle qu'on ne pourra plus jamais refaire de notre vie. Jamais dans notre vie on pourra apprendre une langue en 10 mois, sans professeur, sans école, jamais. Nos enfants le font tous. Mais quand les enfants se développent dans un milieu riche en paroles, au 30e mois, ils ont 800 mots, parfois même 1000 mots, alors que quand les enfants se développent dans un milieu pauvre en paroles, au 30e mois, ils ont 300 ou 400 mots. C'est-à-dire que quand ces enfants arrivent à l'école,
les enfants qui se sont développés dans un milieu pauvre en parole, parce que la mère est malade, parce que le père est violent, parce que les parents ne sont pas là, parce qu'il y a la précarité sociale, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la pauvreté, eh bien ces enfants, le premier jour d'école, ont déjà un retard intellectuel alors qu'ils ne sont âgés que de 30 mois. Donc on voit que l'injustice sociale commence dès que la parole se met en place. Mais quand un enfant a 12 mois se pointe du doigt, c'est le premier geste linguistique. Et on avait envoyé notre travail à Umberto Eco, c'est lui qui nous a dit, mais on fait des gestes avec le doigt, un geste désignatif qu'on fait à 14 mois, et ce geste à 30 mois, on le fera avec la langue, avec la bouche et avec la langue. On désignera avec des mots ce qu'on désigne à 14 mois avec un pointé de l'index. Donc Umberto Eco nous avait dit, un enfant qui pointe du doigt à 14 mois est un enfant qui parlera. Alors qu'un enfant qui ne pointe pas du doigt, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se met mal en place. Ou bien il y a un trouble de l'affectivité, ou bien il y a un trouble neurologique, une encéphalopathie, ou bien il y a un trouble parental, social, précarité sociale, guerre, un malheur. Quelque chose se met mal en place qui fait que ce geste linguistique désignatif ne se met pas en place. Alors, venu aussi Prémac, qui est un primatologue, Prémac, a fait le dispositif expérimental suivant. Voilà ici le chercheur du CNRS. Voilà ici un collègue chercheur lui aussi du CNRS. Voilà ici une population d'enfants âgés de 3 ans et ici une population d'enfants âgés de 4 ans. Devant les enfants âgés de 3 ans, on prend le ballon qui est dans le panier et puis on demande au chercheur de sortir. Pendant qu'il est dehors, on prend le ballon et on le cache dans le placard. Puis on demande aux collègues de revenir. Et on demande aux enfants âgés de 3 ans où va-t-il chercher la balle. Tous les enfants âgés de 3 ans répondent « Je sais que le ballon est dans le placard, donc il va chercher le ballon dans le placard. » Et ce n'est qu'à l'âge de 4 ans que les enfants deviennent capables de se décentrer de leur propre monde mental et de dire ou de penser « Je sais que le ballon est dans le placard, mais je comprends qu'il croit que le ballon est dans le panier, donc il va chercher le ballon dans le panier. » C'est-à-dire que ce n'est qu'à l'âge de 4 ans que les enfants deviennent capables de se décentrer de leur propre monde mental pour se mettre à la place du chercheur et leur attribuer des croyances différentes des leurs. Moi, je sais que le ballon est dans le placard, mais je sais aussi qu'il croit que le ballon est dans le panier. Donc là, on a un dispositif expérimental, c'est Prémac qui l'a fait pour la première fois. Nous, on l'a refait à Marseille avec des enfants abandonnés. Il y a une institution, puisque en France, on a le droit d'abandonner un enfant maintenant, c'est légal. Une femme peut abandonner un enfant, elle le mettre au monde et l'abandonner. Donc il y a une institution qui s'en occupe, et on a fait le même dispositif expérimental avec des enfants âgés de 4 ans. Aucun de ces enfants abandonnés, à 4 ans, n'était capable de se décentrer de leur monde mental pour se représenter le monde mental d'un autre. Il y avait un retard de l'ontogenèse, de la construction de l'empathie. Il y avait un retard parce que ces enfants avaient été dans une niche malheureuse, parce que si cette mère abandonne un enfant, c'est qu'elle-même était malheureuse, parce que, je ne sais pas, parce que ma femme était malheureuse. Et du coup, cet isolement, cette privation affective précoce avait retardé le développement
de l'empathie de l'enfant qui ne devenait pas capable de se mettre à la place d'un autre. Donc ça veut dire que c'est une ontogenèse, un développement constamment sculpté par les pressions du milieu. Et le premier milieu d'un enfant, c'est le ventre de sa mère. Et le deuxième, parce que le développement, les enfants ont un développement particulier par rapport au corps des femmes. C'est que d'abord, une petite fille, vers l'âge de 8-10 ans, pense, quand je serai grande, je serai une maman. Donc elle fait ce qu'il faut, elles ont un enfant dans la tête, donc elles font ce qu'il faut pour en avoir un dans le ventre pendant 9 mois. Ensuite, elles ont le bébé dans les bras pendant 1 an ou 2, et puis ensuite elles l'ont sur le dos pendant tout le reste de la vie. Donc, les enfants se développent par rapport au corps des femmes. Mais la présence du père est importante. Il n'y a pas de père chez les animaux. Il y a parfois, rarement, un mâle qui accepte d'adopter ou de s'occuper d'un petit. Mais ce n'est pas le père. D'ailleurs, même chez les humains, qu'est-ce que c'est que le père? Il y a des cultures qui considèrent que le père, c'est pas celui qui a fait l'enfant. Il m'est arrivé un événement. Il y a une dame qui était professeure de littérature en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Et ce que je vais dire est très moche et très affreux, mais les serviteurs étaient bon marché. Donc elle est professeure d'université et en littérature française, et elle a plusieurs serviteurs. Et un jour, une servante vient voir cette dame et lui dit: Madame, mon frère est le père de mes 4 enfants et il ne me donne plus d'argent pour élever mes enfants. Alors elle est effrayée. Elle dit: Madame, la servante lui dit: je voudrais que vous voyiez mon frère et que vous lui demandiez de donner de l'argent. Alors elle voit les 2 serviteurs et elle dit: Monsieur, vous êtes le père des 4 enfants de votre sœur? Oui, madame. Elle se dirige vers la mère, la servante: Madame, votre frère vous a fait 4 enfants? Et alors là, les 2 serviteurs sursautent et la dame dit: mais madame, qu'est-ce que vous croyez? Mon frère est le père de mes 4 enfants, mais il n'a jamais été mon amant. Parce que chez les Zoulous, le père, c'est celui qui s'attache à l'enfant. C'est le frère de la mère qui est responsable de l'éducation de l'enfant, qui se soucie de l'enfant, et c'est lui qui prend en charge le développement. Donc le père, c'est celui qui s'attache à l'enfant. Celui qui a fait le coup, je ne sais pas si on peut traduire ça en portugais, celui qui a fait le coup, c'est l'amant, c'est pas le père. Le père, c'est celui qui est là et qui s'occupe de l'enfant. Donc dans notre culture, on espère, les femmes nous font croire que c'est le même qui a fait le coup et qui s'occupe de l'enfant. C'est à vérifier. Maintenant, avec l'ADN, on peut vérifier. Mais c'est pas obligatoire. Mais dans notre culture occidentale, on croit ça. Et la culture zoulou, ou beaucoup de cultures africaines, pensent différemment. Le père est donc désigné par la culture, et non pas par l'acte sexuel. Donc, le père est présent très tôt dans le développement de l'enfant, et c'est important, parce que s'il n'y a pas de fonction paternelle, l'enfant reste prisonnier de l'affection de sa mère. Donc il faut que l'enfant apprenne à aimer sa mère, bien sûr, et apprenne à aimer quelqu'un d'autre que sa mère. Parce qu'à ce moment-là, comme dit John Bowlby, le système familial le plus protecteur pour le développement d'un enfant, c'est le système familial à multiples attachements. La mère, bien sûr, puisque c'est la base du départ, c'est de la mère, et quelqu'un qui joue la fonction du père. Donc ça peut être celui qui a fait le coup, ça peut être le frère de la mère, ça peut être la grand-mère qui peut jouer la fonction du père, ça peut être dans les couples homosexuels, ça peut être un autre homme ou une autre femme. Chez les femmes divorcées, ça peut être un deuxième mari
s'il accepte de jouer la fonction paternelle. Donc on voit que le père est défini par la culture, alors que la mère, théoriquement, on sait ce que c'est. Mais ce que je dis n'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai eu une élève qui est devenue professeure de psychologie à Oran, en Algérie, et je lui dis un jour, le père dépend de la culture, mais la mère, quelle que soit la culture, on sait ce que c'est. Et Badra me dit, détrompe-toi, mon père était un homme très estimable, et il avait 5 femmes, et j'ai eu 5 mamans. Et je lui dis, mais comment on fait pour se développer quand on a 5 mamans? Et Badra Mimouni me répond, mais c'est délicieux, parce que sur les 5 mamans, il y en a toujours une qui est de bonne humeur. C'est-à-dire... Alors, c'était la culture algérienne. Aujourd'hui, les femmes algériennes ne veulent plus être la 5e femme ou la 4e femme, mais il n'y a pas longtemps encore, ça existait. Donc, même ça, c'est déterminé par la culture. Et ça, donc, comme tout ce qui est culturel, ça évolue. Alors, voilà ici ce qui se passe quand un enfant est isolé affectivement et isolé sensoriellement. Les neurones de ces 2 lobes préfrontaux ne sont plus stimulés, parce que la seule stimulation vient de son propre corps, c'est les stimulations proprioceptives, c'est-à-dire les stimulations musculaires. Puisqu'il n'y a pas d'autre, la seule stimulation qui donne le sentiment d'exister, c'est son propre corps. Ou des fois le bruit, comme on le voit faire chez les enfants autistes, les cris des enfants autistes, c'est des écholocations, comme les chauves-souris, ou alors que les enfants autistes reniflent l'odeur de leur bouche. Ils soufflent et ils font rebondir l'odeur pour respirer. C'est la seule altérité qu'ils ont. Il n'y a pas d'autre altérité. Donc c'est grave d'être privé d'autres. Et c'est pas facile de vivre avec un autre, mais c'est grave de ne pas avoir d'autre pour vivre. Or, lorsque un enfant ou un mammifère, mais là on est avec nos enfants, vit dans un monde privé d'altérité, cette région-là est complètement atrophiée, ce qu'on voit au scanner ou ce qu'on voit à la résonance magnétique. Donc ça veut dire que l'enfant ne peut plus anticiper, puisque c'est le socle neurologique de l'émotion. Et une des fonctions du lobe préfrontal, c'est de freiner ici l'amygdale rhinencéphalique, qui est le socle neurologique des émotions intenses. Ce qui veut dire que les enfants ne peuvent plus contrôler leurs émotions parce qu'ils n'ont plus les 2 lobes préfrontaux pour inhiber l'amygdale et ils n'ont pas acquis la parole qui permet de maîtriser l'émotion. Donc ces enfants-là, en carence affective précoce, sont soumis à leurs émotions. C'est pour ça qu'ils sont très impulsifs. C'est pour ça que dans les quartiers difficiles, il y a énormément de garçons bagarreurs, de garçons plus que de filles, parce que quand les filles sont malheureuses, elles s'auto-agressent. Elles se scarifient, elles se suicident, elles s'auto-agressent, et quand les garçons sont malheureux, ils agressent les autres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de délinquance, c'est une délinquance par carence affective, parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler le passage à l'acte. Ils n'ont pas les 2 lobes préfrontaux, ils n'ont pas la parole, puisqu'il n'y avait pas d'altérité. Donc les modes de réaction sont déjà différents selon les genres. Et ici, on a une très vieille expérience de Metzloff. Metzloff était psychologue. Le psychologue étant en haut de l'image, en bas de l'image. Donc il faut bien faire la différence. Alors, donc c'est lui le psychologue. Donc ici, un bébé qui arrive au monde ne peut pas ne pas imiter, parce qu'il n'a pas le frein de ces 2 lobes préfrontaux. Donc, si on lui tire la langue, il tire la langue. Si on ouvre la bouche, il ouvre la bouche. Si on fait la moue, il fait la moue. Il ne peut pas ne pas imiter. Et maintenant, Risolati, avec qui j'ai travaillé, on l'a invité à Paris, et il a découvert à Parme, c'est un Italien, qui a découvert les neurones miroirs. C'est à quel point l'altérité fait partie de notre biologie intime. Et dans ces neurones miroirs, si je vois quelqu'un
tendre la main vers un objet signifiant pour moi un verre de vin. Donc ça, c'est important. Je le vois, il prend le verre de vin, il tend la main. Les neurones du pied de la frontale, qui normalement commandent à ma main droite, consomment de l'énergie, ce qu'on voit en résonance magnétique. Ça passe au rouge, ça veut dire que les neurones consomment beaucoup d'énergie et me préparent à faire le même geste que lui, même si je ne le fais pas. Je vois qu'il fait un geste, je me prépare à faire le même geste. Et ça explique pourquoi, si on voit quelqu'un vomir, on est écœuré. Les neurones de l'insula, qui est la zone neurologique temporale qui prépare, qui déclenche un réflexe de vomissement, si on voit quelqu'un vomir, nos neurones de l'insula consomment de l'énergie et déclenchent chez nous une nausée. Alors que nous, on n'a pas de troubles digestifs. C'est lui, elle, qui a des troubles digestifs. On éprouve un dégoût parce qu'on le voit vomir. À quel point nos cerveaux fonctionnent ensemble, à quel point notre psychologie fonctionne ensemble, à quel point nos comportements fonctionnent ensemble. Donc cette notion-là, alors peut-être que j'ai... Ah ben non, j'ai oublié. Donc on a Tronic a refait une expérimentation qui montre que lorsqu'une mère, il y a une interaction qui se passe entre la mère et le bébé. On a refait la même expérience à Marseille et dans 60% des cas, c'est le bébé qui déclenche l'interaction et c'est la mère qui imite le bébé. Il y a même des séries, et on l'a tous fait avec les neurones miroirs. Dans la salle, on est nombreux à avoir nourri des bébés. Qu'est-ce qu'on fait quand on donne la cuillère de bouillie au bébé? Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la bouche, et le bébé nous voit ouvrir la bouche. Hop, il ouvre la bouche, pouf. On lui fourre. Donc, on a compris ça parce qu'on fait fonctionner les neurones miroirs, le bébé, et on fait le geste qu'on anticipe chez le bébé. Et le bébé, voyant ce geste, hop, on se synchronise. Et c'est pareil pour les mots. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un parle, on a envie de parler. Si quelqu'un se fâche, on se fâche. Si quelqu'un pleure, on est ému. On fonctionne émotionnellement avec l'autre, à condition d'avoir eu accès au développement de l'empathie. Donc, on voit que dans toutes ces expérimentations, il peut y avoir des empathies pathologiques. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants abandonnés au cours des guerres ou par accident, tragédie familiale ou désespoir parental, maternel. Ces enfants étaient abandonnés. Et on constate que ces enfants abandonnés ont très souvent un retard de l'empathie, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans leur mémoire et ils répondent non plus à ce qui est dans le contexte, mais ils répondent à ce qui est inscrit dans leur mémoire. Par exemple, un enfant battu s'adapte à la maltraitance physique en se protégeant des coups du père ou de la mère, parce que les mères aussi savent faire ça. Donc, et c'est pas rare, hein, en France, en Belgique, c'est 0,7% des enfants sont très maltraités physiquement et sexuellement, et 2% des enfants sont battus, même s'ils ne sont pas vraiment maltraités, ils reçoivent des coups régulièrement. Donc c'est beaucoup, 2%, c'est énorme. Et ces enfants s'adaptent aux coups des parents, soit une maltraitance inimaginable, soit des coups soi-disant éducatifs, ils s'adaptent par des comportements de protection. On enlève les enfants au milieu maltraitant, on les confie à une famille d'accueil qui fait bien son travail de famille d'accueil. Mais les enfants répondent à ce qu'ils ont appris, à ce qui est dans leur mémoire. Et quand une famille d'accueil les gronde, ce qui fait partie de l'éducation normale, quand la famille d'accueil gronde l'enfant s'attend
à être battu. Puisque j'ai été battu, moi, on me bat, donc cette famille-là que je ne connais pas va me battre. Et l'enfant répond à ce qu'il imagine qui va venir et qui ne vient pas. La famille d'accueil, parfois ça marche mal, mais très souvent les familles d'accueil sauvent beaucoup d'enfants. Et j'ai eu à entendre, à accompagner des enfants qui allaient au commissariat pour se plaindre de la maltraitance des familles d'accueil, qui étaient des familles d'accueil adorables. Et l'enfant ne répondait pas à la famille d'accueil, l'enfant répondait à ce qu'il avait appris et ce qui était dans sa mémoire. Donc il avait un trouble de l'empathie parce qu'il avait été battu, donc il s'attendait à être battu. Et il n'était pas battu. Alors là, ça fait des problèmes juridiques et des problèmes psychologiques pour la famille d'accueil, parce que les familles d'accueil, que j'ai eu à entendre, étaient très blessées par ces enfants. Elles voulaient aider ces enfants et elles étaient gravement agressées par ces enfants. Et il a fallu leur expliquer que les enfants répondaient à quelque chose qui était dans leur mémoire. Les familles ont compris ça. Les juges, je suis pas sûr je pense qu'ils l'ont pas compris. Mais ce que je viens de dire explique aussi pourquoi on interprète tout ce qui nous arrive en fonction de ces apprentissages. J'ai eu, par exemple, quand j'étais praticien, j'ai dû accompagner une fille qui avait été incroyablement maltraitée. Ses parents étaient très riches, ils avaient un beau château, et ils confiaient la petite fille à une nourrice qui était d'un sadisme incroyable. Et les parents étaient amis avec cette nourrice, si bien que la petite fille voyait la nourrice sadique embrasser ses parents, partir en vacances, et elle se taisait, parce qu'elle ne pouvait pas se plaindre de la nourrice, puisque sa nourrice était amie avec ses parents. Ses parents l'embrassaient. Or, cette nourrice était d'un sadisme stupéfiant. Attacher la petite fille, la battre, jeter contre un mur des chatons. La petite fille s'était attachée à des chatons, elle avait pris les chatons et les avait fracassés contre le mur. Et la petite fille était sidérée tous les jours, elle était maltraitée. Jusqu'au jour où on a fini par s'en apercevoir, elle a été enlevée à ses parents, à la nourrice bien sûr, et même à ses parents, et elle a été confiée à un centre qui a bien fait son travail et qui s'est bien occupé de cette petite fille qui est devenue une jeune femme très belle, très intelligente, mais qui avait gardé dans sa mémoire le modèle interne opératoire, moi, on me maltraite. Si bien que quand elle a mis au monde son premier bébé, les sages-femmes ont été heureuses de montrer un joli bébé, comme le font presque toutes les sages-femmes. Hein. Le bébé arrive au monde et viennent le présenter à leur mère. C'est un moment émouvant, c'est un moment de fête la plupart du temps. Et elle, à cause de ce qui a été dans sa mémoire, moi, on me maltraite, elle a vu un joli bébé, elle dit rien, je la vois en entretien peu après, et elle me dit, les sages-femmes ont dû se tromper. Puisque le bébé est joli, ça ne peut pas être mon bébé. Elles se sont trompées. C'est-à-dire qu'elle interprète tout avec ce qui est dans sa mémoire et non pas avec ce qui est dans la réalité. Où j'ai eu à accompagner aussi une jeune femme qui était très mélancolique et qui pensait tout le temps à la mort. Et elle était tout le temps au bord, à l'imminence du suicide, de la mort. Et elle met au monde un bébé, et le bébé, comme tous les bébés, éternue. Les bébés éternuent tout le temps, même quand ils ne sont pas enrhumés. Et alors, généralement, je ne sais pas pourquoi, quand un bébé éternue, on éclate de rire, parce qu'un bébé qui éternue, c'est mignon, c'est marrant. Donc, et là, le bébé éternue, et la mère appelle les infirmières, les sages-femmes, et dit « Faites quelque chose, vous voyez bien qu'elle veut mourir ». Le bébé ne voulait pas mourir, c'est la mère qui voulait mourir et qui projetait sur son bébé ses propres fantasmes. J'ai envie de mourir, donc je constate un comportement surprenant que j'interprète en fonction de mon passé, puisque j'ai envie de mourir,
mon bébé a envie de mourir. Et ça fait que la niche sensorielle qui tutorise le développement des enfants est complètement transformée par le malheur de la mère. On n'est plus du tout dans les relations de cause à effet. On est dans les relations développementales et historiques. Alors, dans cette slide, dans cette photo, c'est un travail qu'on a fait aussi à Toulon. Dans ce centre d'enfants abandonnés, on a comparé la taille moyenne des enfants abandonnés, maltraités à l'âge de 5 ans, et on l'a comparé avec l'âge moyen des petites filles de 5 ans aujourd'hui en France. Parce que la taille varie beaucoup selon les cultures et varie beaucoup selon les stimulations écologiques. J'habite à Toulon et à Nice. On a trouvé un squelette de Monsieur Cro-Magnon qui fait 1,98 m. Et on a trouvé le squelette de Madame Cro-Magnon à Menton, qui est à 30 km de Nice. Il y avait donc toute une famille de Cro-Magnon là. Et Madame Cro-Magnon fait 1,88 m. Et aujourd'hui, on voit que les filles, il y a plein de filles maintenant qui dépassent, qui tournent à 1,90 m et qui mettent des talons hauts. C'est-à-dire que on voit que maintenant, pour des raisons probablement écologiques, les filles sont en train de grandir beaucoup. Et là, on voit dans ce travail qu'on a fait à Toulon, l'explication de ce phénomène. C'est que cette petite fille-là, elle est sécurisée quand elle s'endort, et que le sommeil, quand il est bien architecturé, stimule les hormones de croissance. Donc voilà la taille normale d'une petite fille qui, à 5 ans, doit avoir sa taille, doit posséder 3000 mots, doit savoir dire bonjour, elle se développe bien. On a des critères de repères comportementaux, verbaux, qui nous permettent d'affirmer que cette petite fille se développe bien. Mais cette petite fille-là, elle a un très net retard de développement, de taille, de poids et de mots. Un retard développemental. Parce que, étant insécurisée, cette petite fille a peur de dormir, comme le font beaucoup d'enfants. Elle a peur de dormir, elle ne s'endort que épuisée, c'est-à-dire qu'elle sabote les phases lentes du sommeil qui stimulent la base du cerveau et augmentent la sécrétion des hormones de croissance. Donc une petite fille maltraitée sécrète moins d'hormones de croissance qu'une petite fille sécurisée. Et c'est probablement pour ça que les jeunes femmes aujourd'hui deviennent très grandes, c'est parce que les hommes s'occupent très bien des femmes. Alors du moins... Alors, la proximité, en fait... Donc la proximité affective augmente l'attitude à l'empathie, et dans les couples anciens, dans les couples durables, couple homme-femme, couple mère-enfant, couple frère-sœur, on sait ce que l'autre pense avant même de parler. C'est-à-dire que quand il est comme ça, je sais qu'il n'est pas bien. Oh, quand elle fait ça, je sais que quelque chose la tracasse. On le sait préverbalement. C'est-à-dire que l'empathie, on lit dans l'autre comme dans un livre ouvert, sauf qu'il n'y a pas de mots. On le sait parce que depuis 30 ans ou 20 ans, on vit avec lui, avec elle, et que le moindre indice comportemental fait qu'on comprend ce qui se passe dans son monde mental, préverbalement. Mais les mots ont un énorme pouvoir affectif, et c'est pour ça que quand quelque chose est difficile, c'est dans sa famille qu'on parle le plus difficilement. C'est-à-dire que c'est avec les gens les plus importants de notre vie qu'on s'explique le plus mal. Si ma boulangère me dit « Monsieur Cyrulnik, je vous aime pas », je me dis « Tiens, elle est bizarre celle-là, elle ne sait pas ce qu'elle perd ». Mais si ma femme ou mes enfants me disent les mêmes mots, je vais être mal. Les mêmes mots vont prendre une charge affective beaucoup plus grande à cause de la proximité affective. C'est pour ça qu'on disait hier à l'atelier de Sandra Cabral sur l'art et la résilience, il faut un tiers qui permette de dire, un psychologue, un artiste, qui permette de dire ce qu'on n'a pas la force de dire dans la proximité.
Donc il faut le détour du tiers pour apaiser la parole et pouvoir dire ce qu'on n'a pas la force de dire. Voilà ici une empathie altérée, dont j'ai pris ici un scénario du marquis de Sade. Alors ça, c'est la sexualité sadique qui est plus proche de la gymnastique que de l'érotisme, mais c'était l'érotisme de Sade, c'était ça, voilà, on fait de la gymnastique et on appelle ça sexualité. Mais la sexualité de Sade est une sexualité sans autre, puisque pour le marquis de Sade, la femme, le petit garçon avec qui il avait des relations sexuelles, n'était pas un vrai être humain. Donc on a l'exemple d'une perversion, c'est-à-dire que la perversion s'arrête et il n'y a pas d'empathie dans la perversion. Quand j'étais étudiant en médecine, la définition de la perversion, c'est de l'Église et du Conseil de l'Ordre des médecins, est pervers celle qui a des relations sexuelles sans avoir l'intention de faire un enfant. Donc je connais dans cette salle beaucoup de gens qui sont pervers avec cette définition. Mais aujourd'hui, la définition de la perversion, c'est Lacan, la psychanalyse, c'est un monde sans autre. La seule loi, c'est la loi de mon plaisir. Et elle, tant pis pour elle, c'est pas grave. Oui, mais tu sais maintenant, regarde dans quel état elle est. Oui, mais moi, je me suis bien amusé. Voilà, des phrases de pervers. Aucune représentation de la souffrance de l'autre. Ce qui compte, c'est mon plaisir. La seule loi, c'est celle de mon plaisir. Or, depuis que j'ai commencé mon exposé, vous savez, je vais vous apprendre que 72 763 Chinois sont morts de faim et de souffrance pendant que nous, on parle à Brasilia. Vous vous en foutez éperdument. Vous êtes pervers. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où on arrête l'empathie. C'est ce qui se passe dans les guerres. Je travaille souvent au Proche-Orient, où les gens en guerre ignorent ce que font les gens du village d'à côté. Ils ignorent complètement. Donc ils peuvent les tuer ou les laisser mourir sans aucune culpabilité, puisque les autres ne sont pas des êtres humains. Donc s'ils meurent, c'est pas grave. Ça n'a pas... Mais donc c'est un arrêt de l'empathie, et dans les guerres, on cherche à arrêter l'empathie de façon à pouvoir persécuter, tuer les autres sans aucune culpabilité. Alors voilà ici, je termine là-dessus. On voit que ça se termine aussi. Les mots sont des vecteurs affectifs. Et ça, c'est un travail de Mary Main. Ah, bon. Alors, bon, c'est un travail de Mary Main. Attendez, bon, ben là, il faudrait que je revienne. Quand Mary Main, elle prend un groupe de femmes enceintes et elle demande aux femmes, c'est empathie. Elle demande aux femmes enceintes, racontez-nous, comme on le fait dans les tests d'attachement, racontez-nous quelle relation vous aviez avec votre mère. Et on fait des catégories. Et on se rend compte que lorsque, voilà le magicien, le magicien, vous voyez qu'il est le magicien. Merci. Et donc elle fait une catégorie. Quelle relation vous aviez avec votre mère? Et les femmes enceintes racontent une histoire qui est analysée linguistiquement. C'est un discours sécurisé. Mais il y a des femmes, ça c'est 70%, 2 femmes sur 3 ont un discours sécurisé. Mais une femme sur 3 a un discours distant où
préoccupées ou complètement désorganisées. Puis elle voit les femmes avec le bébé qu'elles ont mis au monde. Et elle voit que les femmes qui avaient dans leur mémoire un discours sécurisé, maman me sécurisait, j'aimais parler avec elle, j'aimais partir en vacances avec elle, et elle voit qu'elles ont mis au monde des enfants, et elle s'oriente vers l'enfant, si bien que quand Mary-May examine l'enfant à l'âge de 10-12 mois, l'enfant est lui-même sécurisé, c'est-à-dire que lorsque sa mère s'en va, il pleure, quand elle revient, il lui fait un bisou, mais il explore son monde. Lorsque la mère a été détachée, elle est moins attentive au comportement de son enfant et l'enfant a appris un attachement évitant. Lorsque la mère est soucieuse, elle ne voit pas l'enfant et l'enfant a acquis un attachement ambivalent. Lorsque la mère est très malheureuse, elle ne s'occupe pas du tout ou très mal de son enfant et l'enfant est lui-même désorganisé. C'est-à-dire que on voit comment la transmission du malheur se fait par les mots et par les gestes. Et donc c'est une transmission se fait et qu'on peut l'interrompre si on s'en rend compte. Voilà, je voulais terminer comme ça. Juste pour Freud parle d'oblativité et parle de masochisme moral des femmes, des mères. Est-ce que ce mot est cohérent? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on va faire maintenant en discutant ensemble. Merci de m'avoir écouté. Obrigada, professor. Abriremos agora para o debate. Merci, professeur Cyrulnik. Oui, pas besoin de traduction pour moi. Ce que vous nous avez rapporté sur les comportements des enfants isolés sous forme de posture gestuelle, de balancement, etc., m'a fait penser au travail du docteur Lefébure, qui a mis au point une méthode qu'il a appelée le phosphénisme et qui est basée par l'étude des postures religieuses, notamment monothéistes, puisqu'on va retrouver des balancements dans les prières musulmanes de l'avant vers l'arrière. On va retrouver la génuflexion répétée dans le catholicisme. On va retrouver également des balancements latéraux dans les religions, différentes religions du livre. Et il a beaucoup étudié toute cet aspect extérieur, comportemental des pratiquants. Et je me demandais s'il y avait une relation, peut-être, entre ces balancements naturels chez les enfants privés de stimulation et quel serait le rôle ou pourquoi est-ce qu'on retrouve des comportements qui, extérieurement, semblent ressembler ou présenter des similarités dans les deux cas que je viens d'exposer. Alors, merci pour votre question, parce qu'effectivement, pendant longtemps, j'ai cru que les Juifs se balancent comme ça. Les Juifs prient debout et se balancent comme ça. Les chrétiens s'agenouillent et les musulmans se mettent presque à plat ventre. Et j'ai pensé que c'était une situation d'expression de l'affectivité. Alors, les Juifs m'ont expliqué que je m'étais trompé, que ce n'était pas ça. Mais bon, ce qui est probable, c'est qu'il faut distinguer la spiritualité et la religion. La spiritualité est universelle. Quand on est un être humain, on est tenté par la transcendance et par l'accès à la spiritualité. Alors que la religion dépend fortement des pressions culturelles. Et donc là, mais ça a une fonction de solidarisation affective. Prier à côté de quelqu'un, c'est émotionnellement très différent de prier seul.
lorsqu'il y a eu des expérimentations qui ont été faites par Frey à Paris, où quelqu'un regarde des films. Et on le filme pendant qu'il regarde le film. Et Frey montre des séquences violentes, des séquences tendres et des séquences érotiques. Et la personne filmée est totalement immobile quand il est seul. On fait rentrer quelqu'un sans dire un mot. La simple présence de quelqu'un d'autre fait que le sujet exprime ses émotions. Émotion de colère, émotion de tendresse, d'apitoiement, peut-être aussi émotion sexuelle quand la simple présence d'un autre. Donc, le fait de prier ensemble augmente l'émotion. Et la spiritualité peut se passer d'institution. Donc là, c'est une constante universelle qui fait que la croyance en une entité qui nous gouverne, invisible, et qui pourtant nous gouverne, tous les êtres humains accèdent à la spiritualité. Donc je pense que les rituels d'interaction des religions permettent de se donner rendez-vous pour éprouver des émotions, mais c'est un peu différent de la spiritualité. Et je pense qu'une des fonctions essentielles de la religion, c'est la solidarisation des êtres qui prient ensemble, ils sont solidarisés. C'est la socialisation des âmes, puisqu'il y a une manière de voir le monde qui est contagieuse, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est une manière de hiérarchiser notre manière de vivre ensemble. Donc c'est une fonction sécurisante et une fonction socialisante, alors que la spiritualité a une fonction transcendante. Mais l'idéal, c'est d'associer les deux. Parce que quand on associe les deux, on a tout un enchaînement de comportements qui fait qu'on a accès à la transcendance. On se sent en familiarité avec celle qui prie comme nous. Donc on est sécurisé parce que notre tranquillisant naturel, c'est pas le Temesta, c'est pas la chimie. Notre tranquillisant naturel, c'est se sentir en sécurité affective. Et si on se sent en sécurité affective, on n'a pas besoin de chimie. Merci beaucoup pour votre réponse. Du coup, ça m'a aidé à conscientiser et à approfondir ma pensée. Juste, je vous la livre comme ça à titre expérimental. En fait, le docteur Lefébure, qui était physiologiste à la base, s'était appuyé sur l'analyse de ces mouvements réalisés en groupe pour proposer dans sa méthode le phosphénisme une application individuelle permettant, par un travail sur un déplacement entre les deux cerveaux d'une source lumineuse, c'est ça sa définition du phosphène, de développer des facultés supérieures, intellectuelles et psychiques, surtout, notamment la créativité, la mémoire, le contact avec le monde sensible. Et son idée, c'était justement, comme vous l'avez si bien dit, de décorréler l'aspect extérieur lié par un dogme ou une religion, ce qu'on va appeler l'exotérisme, avec un ésotérisme au sens noble, c'est-à-dire beaucoup plus une intégration personnelle vers une voie de développement spirituel, en quelque sorte. Merci beaucoup pour vos explications. Bom dia, professor. Eu gostei muito da sua explanação. Eu queria que o senhor falasse um pouco a polêmica do caso das irmãs Papin, do Lacan. Eu queria que o senhor me falasse a distinção das irmãs Papin e que empregava, né? Eram duas empregadas, né? E as duas madames. Eu queria que o senhor falasse um pouco a distinção da luta de classe, psicológica, como o senhor... Por favor, dá para o senhor fazer uma explanação um pouco sobre o caso da irmã Papin do Lacan? D'accord. Vous n'avez pas une autre question? Alors, je vais quand même essayer de répondre.
Lacan, Freud et Lacan étaient très intéressés par l'éthologie animale. Et le stade du miroir de Lacan vient de l'éthologie animale, et il cite clairement ces références dans le congrès de Marienbad. L'autre pilier de la théorie lacanienne, c'est l'articulation du réel et de l'imaginaire, où là encore, Lacan cite sa source animale avec les épinoches, qui sont des petits poissons qui ont eu le prix Nobel en 1973 avec Lawrence et Tinbergen. C'est-à-dire qu'à partir d'une observation expérimentale, Lacan en a tiré une théorie générale. Alors, dans une optique éthologique, c'est-à-dire comme je l'ai fait dans mon raisonnement, partant du vivant, partant des animaux, arriver jusque à la parole qu'on habite, c'est-à-dire que nous, êtres humains, on est capable d'inventer un monde de mots et de l'habiter. On habite le monde de mots qu'on vient d'inventer, et c'est le monde de mots qu'on a inventé qui agit sur nous. Alors que chez nos bébés, il faut d'abord qu'ils soient sécurisés pour accéder au monde de mots et ensuite accéder au monde des récits que leur propose leur famille et leur culture. Et une fois qu'on a habité un monde de récits, le monde de récits agit sur nous. Donc c'est constamment circulaire. Mais ça veut dire aussi, ça explique alors, d'après Lacan, que, pour résumer la théorie lacanienne, je dis que le névrosé, c'est celui qui bâtit des châteaux en Espagne. Il invente des châteaux merveilleux. Le psychotique, c'est celui qui habite ces châteaux merveilleux, il y croit et il habite ces châteaux merveilleux. Et le psychiatre ou le psychologue, c'est celui qui touche les loyers de ce château merveilleux. C'est-à-dire que c'est une on agit sur le monde qui agit sur nous. Et nos mots, le monde de mots qu'on crée, on invente un monde de mots, et ce monde de mots agit sur nous, biologiquement. Alors ça, Lacan, qui était neurologue, Freud aussi était neurologue, hein. Lacan et Freud n'ont jamais été psychiatres ni psychologues. Ils ont été neurologues et psychanalystes. Et maintenant, la neuroimagerie confirme que cette représentation est pertinente. Lorsque quelqu'un est malheureux, lorsqu'il y a eu un syndrome psychotraumatique, et lorsqu'on l'invite à parler et qu'on lui fait une neuroimagerie, comme ça a été fait au Brésil par Fontenelle, De Souza et puis Figueira, je crois. Tous les Brésiliens s'appellent De Souza et Figueira. Hein. Et ça a été publié à Paris dans Neuroscience, Psychological Neuroscience. Et si ça vous intéresse, je vous donnerai des références plus précises. Et la neuroimagerie montre que en parlant, on modifie le fonctionnement cérébral. Et si on parle régulièrement, si on élabore régulièrement, ça finit même par modifier la structure cérébrale. Donc on peut sculpter notre cerveau en parlant. Donc pour continuer le raisonnement de Freud et de Lacan, on part de l'éthologie animale, on accède au monde de représentation d'images, comme nos enfants, on accède aux représentations de mots comme nous, on vit dans une culture où les mots agissent sur nous, mais on a un degré de responsabilité. On peut très bien décider de réfléchir, décider de parler ou de se taire, donc ou décider d'obliger les traumatisés de se taire, ce qui se passe toujours après toutes les guerres, hein, ou même après tous les traumatismes, on fait taire les traumatisés parce que ce qu'ils nous racontent nous gêne. Et pour que nous, on puisse pratiquer le déni qui nous protège, on les fait taire. Donc on les ampute
d'un monde de parole pour que nous, on se sente un peu mieux. Donc, mais c'est des raisonnements cycliques, ce n'est pas des raisonnements linéaires comme Descartes nous a appris à le faire, ce sont des raisonnements cycliques. Et Freud et Lacan ont été les premiers à nous inviter à faire ce genre de raisonnement cyclique, sauf que les enfants de Freud et de Lacan, pendant très longtemps, ont dénié, ont oublié l'origine animale de ces raisonnements, mais aujourd'hui, les petits-enfants de Freud et de Lacan redécouvrent ces publications d'éthologie animale, et c'est pour ça que les psychanalystes redeviennent fréquentables. Bom dia, professor. Nós temos ouvido bastante sobre a importância da criatividade durante esses dias. Olá, bom dia. Bom dia. Nós temos ouvido ontem e hoje sobre a importância da criatividade no processo transdisciplinar de ensino. E eu tenho lido muito, minha pesquisa é sobre a criatividade, e eu tenho lido muito sobre a teoria da mente, que aqui no Brasil nós temos Sperber, que trabalha um pouco sobre isso, que aborda a questão da descentralização e da empatia. Eu gostaria de saber se, nas suas pesquisas, foi observado algum tipo de evidência relativa à descentralização e à criatividade, e se houve algum desenvolvimento nesse sentido que o senhor conheça, de pesquisas que se desenvolveram nesse sentido, que o senhor conheça. Obrigada. Merci pour cette question, parce qu'en effet, actuellement, il y a ce qu'on appelle la theory of mind, la théorie de la pensée. Et ça reprend le raisonnement que je propose tout à l'heure, c'est-à-dire que progressivement, si on vit dans un milieu qui nous sécurise, notre développement progressivement nous entraîne à nous décentrer de nous pour habiter le monde de l'autre, c'est-à-dire lire dans l'autre comme dans un livre ouvert, et même s'il ne parle pas, si elle ne parle pas, je sais ce qu'elle pense. Alors, mais c'est une construction graduelle. Si une étape manque, la construction s'arrête, comme je l'ai proposé tout à l'heure, pour la perversion. Dans l'éthologie animale, les animaux accèdent au premier stade de la théorie de l'esprit. C'est-à-dire que la théorie de l'esprit, c'est cette aptitude qui nous permet de comprendre et de nous représenter les émotions de l'autre, les intentions de l'autre et les croyances de l'autre. Or, les animaux perçoivent très bien nos émotions, peut-être même mieux que nous. Si on a peur, les animaux le savent tout de suite. Si on est agressif, ils le savent tout de suite. Ils perçoivent probablement mieux que nous nos intentions. Alors, je prends pour illustrer ça l'exemple des chats noirs. En Europe, les chats ont été importés en Europe après la première croisade en Égypte. C'est-à-dire que les chats venaient d'Égypte et les croisés les trouvaient très beaux, qui les ont ramenés en France et en Europe. Mais quand les chats étaient noirs, beaucoup de gens ont expliqué la noirceur du poil des chats en disant « ces chats sont noirs ». C'est la preuve qu'ils ont la gueule brûlée au feu de l'enfer. Or, un chat noir, s'il voit quelqu'un, oh attention, c'est un chat noir, c'est le représentant du diable, il a été en enfer. Le chat perçoit tout de suite son intention. Il se immobilise, il se met en position d'alerte. Est-ce que je vais fuir ou est-ce que je vais l'agresser ? Mais un chat noir perçoit nos émotions mieux que nous, perçoit nos intentions mieux que nous, mais ne peut pas se représenter les croyances d'un autre. Un chat noir ne peut pas penser « il veut m'agresser parce qu'il croit que je suis noir, parce que j'ai été brûlé au feu de l'enfer ». Donc je crois que nous, êtres humains, en revanche, on vit dans un monde de croyances essentiellement, et on attribue aux autres des croyances
qu'ils n'ont pas forcément. Et c'est ce qui explique les langages totalitaires. Actuellement, au Proche-Orient, toutes les guerres du Proche-Orient aujourd'hui sont des guerres de croyance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « mon prophète était là avant vous ». Ah non, détrompez-vous, c'est mon prophète qui était là avant vous. Il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il n'y a pas de texte. Comment alors, quand on sait que la mémoire est modifiée un mois après, 2000 ans après, qu'est-ce que ça peut être? Donc, c'est des guerres de croyance parce qu'on habite les récits. Quand on fait un récit, on habite ce récit. Et avec des mots, je peux changer votre biologie. Si je vous insulte, vous allez rougir, vous allez pâlir, votre cœur va s'accélérer. Avec une représentation verbale, j'ai modifié la sécrétion de votre cortisol et de vos substances d'alerte, les catécholamines et d'autres substances. Donc on voit comment les mots agissent sur le réel, les mots agissent sur la biologie. Et dans ce cas-là, nos mots agissent sur les animaux, ils comprennent les premiers stades de nos mots, ils comprennent les stades affectifs, la parole en tant qu'objet sensoriel. Mon chien lacanien, par exemple, quand je dis « on y va, on va sortir », mon chien lacanien se précipite vers la porte. Mais je peux aussi mettre une casquette sur ma tête, il se précipite vers la porte. Et je peux aussi mettre les écrits de Lacan sur ma tête, il se précipite vers la porte. C'est-à-dire que dans les premiers stades de comportement, mon chien comprend la prosodie, la musique de mes mots, on y va, on va sortir. Il comprend, comme nos enfants, il comprend la fonction affective de la parole, mais si je mets les écrits de Lacan sur ma tête, il va vers la porte parce que pour lui, Lacan est un signal. Ce n'est pas le contenu qui va l'émouvoir, c'est le signal, on va sortir. Donc les animaux partagent avec nous les premiers stades du développement, mais ils n'habitent pas comme nous des mondes de croyances. Ces croyances, quand elles sont closes, quand ces croyances sont ouvertes, c'est un enrichissement, c'est la culture. On compare les cultures, on compare les religions, on compare les théories, c'est un enrichissement. Mais quand les croyances sont closes, dans ce cas-là, c'est la croyance du clan, c'est la croyance totalitaire. Il n'y a qu'une seule vérité qui existe, c'est la mienne, celle de mon Dieu, il y a des croyances idéologiques, celle de mon chef, il y a des croyances scientifiques aussi. Hein. On sait qu'une publication scientifique sur 2 n'est pas vérifiée. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a des croyances scientifiques, et je connais beaucoup de grands scientifiques qui ont, dans un esprit totalitaire, ont cherché à faire fermer le laboratoire du collègue qui n'était pas d'accord avec eux. Donc je pense que ce langage totalitaire est vrai pour la religion, vrai pour l'idéologie, et vrai aussi pour la science. Donc en une phrase, lorsqu'on compare les cultures, c'est un enrichissement de la condition humaine. Lorsqu'on la clôture pour prendre le pouvoir, c'est un langage totalitaire, comme on le voit aujourd'hui réapparaître dans un très grand nombre de pays. Au Proche-Orient, je rentre du Japon, c'est aussi un langage totalitaire qui a été démocratiquement élu. On en parlait avec l'interprète tout à l'heure, qu'actuellement on voit qu'en Europe, beaucoup de dictateurs ont été élus démocratiquement. Et je ne sais pas ce qui attend les Brésiliens, mais j'aimerais bien être tenu au courant de ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent. Bom dia, professor. Primeiramente, obrigada pela palestra, foi linda. Eu quero fazer uma pergunta referente a um livro que você escreveu, que você fala da relação entre a mãe e o filho durante o período gestacional. E você diz que a separação entre mãe e filho precede o nascimento e que se dá por meio de uma representação afetiva da mãe.
Bom, e aí você diz que durante essa vida embrionária, os sentidos que mais se desenvolvem são o sentido auditivo e o sentido tátil, e que, na verdade, é o sentido auditivo que vai direcionar todas as percepções do bebê nesse período. Então, bom, sendo então esses sentidos que vão dirigir a sensação do bebê nessa vida intrauterina, a minha pergunta é: então, essa imagem que o bebê forma da mãe, essa imagem afetiva, não seria uma imagem, uma representação musical? E é isso. Obrigada. Alors, oui, merci. En fin de grossesse, on a rendu observable, avec des capteurs techniques, que quand la mère parle, les hautes fréquences sont filtrées par son corps, mais qu'au contraire, les basses fréquences sont très bien transmises par son corps et par le liquide amniotique. Et que dans cette salle, on a tous été des mammifères marins pendant 9 mois. On a respiré avec des branchies, comme les animaux marins. Et le vestige de nos branchies, c'est l'oreille interne qui est pleine d'eau. C'est-à-dire que quand la mère parle, le bébé entend. Mais il n'entend pas comme nous, dans un monde aérien. Il a des tissus conjonctifs dans les oreilles. Il entend comme nous avec un diapason. Si vous tapez un diapason, vous le mettez à distance, j'entends rien. Vous mettez le diapason sur le front, j'entends, parce que la vibration a été conduite par l'os jusqu'à l'oreille interne, la dernière branchie qu'on garde toute notre vie. Donc, quand la mère parle, c'est comme si elle caressait le front, la bouche et la main du bébé qu'elle porte. Mais donc, la parole maternelle est d'abord une caresse, un toucher. C'est pas une parole adulte, c'est pas une parole qui représente quelque chose d'invisible. C'est une caresse. Parler à un bébé, c'est le caresser. Dans le ventre des femmes, et même après la naissance. Je ne sais pas si Françoise Dolto est connue au Brésil, mais elle avait fait sa thèse sur la transmission très précoce des premiers mois, fin de grossesse et premiers mois. Et à Toulon, on avait rendu observable qu'en effet, ça se communiquait par le toucher, comme une caresse. Et elle m'invite à Paris, et son mari avait une école de kinésithérapie, avec une petite salle, il y avait une vingtaine de personnes, et j'explique ça de manière un peu plus technique, avec des courbes, et des enregistrements sonores, et elle était contente, parce que c'était sa thèse. Et à ce moment-là, il y avait dans le fond de la salle une dame avec un bébé, et le bébé se met à pleurer. Et Françoise Dolto dit à la jeune maman: « Madame, on va voir si M. Cyrulnik a raison, dites quelque chose à votre bébé. » Et la jeune maman, qui était intimidée, s'approche du bébé et puis lui dit: « Papa a été augmenté. » Et le bébé a souri. Mais ce qui a fait sourire le bébé, c'est pas l'augmentation de la feuille du père, c'est simplement que sa mère lui parlait. Et qu'il reconnaissait les basses fréquences de la voix, il reconnaissait le visage, parce que nous, on est les champions du traitement des informations du visage, on est les champions interespèces. Aucune espèce ne perçoit mieux la moindre variation du visage que nous. Petite mimique, petite fixité des yeux, on est la seule espèce qui a du blanc autour des pupilles. La moindre contraction, on perçoit. On n'en prend pas forcément conscience, mais tiens, je viens de le fâcher. Tiens, quelque chose se passe. Donc, et les bébés perçoivent, comme je l'ai montré tout à l'heure avec l'expérience des imitations. Dès la naissance, on perçoit les visages intensément. Donc, ça veut dire que y a une construction constante de la parole. La parole ne tombe pas du ciel.
elle s'enracine dans le corps et dans l'affectivité, dans le cerveau et dans l'affectivité, et elle se construit progressivement jusqu'au moment où on arrive à la représentation de quelque chose qui est totalement invisible. Mais ça, il faut que toutes les étapes de la construction se fassent pendant plusieurs années. Et s'il y a un accident, la mort de la mère, la violence conjugale, la guerre, une maladie, eh bien, les étapes de la construction se font mal, mais c'est résiliable. Si on s'en rend compte, on peut mettre un substitut en place et permettre de reprendre un nouveau développement, ce qui est la définition de la résilience. Bom dia. Bom dia, professor. O senhor falou a respeito do isolamento, né, que muitas crianças estão sujeitas, e os signos fisiomotores desse isolamento, o balançar e tal, essa coisa toda. Ok. Bom dia. O senhor falou a respeito do isolamento que algumas crianças estão sujeitas e que isso se manifesta até no comportamento, né? O isolamento constante se manifesta no comportamento dessas crianças em signos que se repetem, como o balançar e tal. E cada vez mais na nossa sociedade um paliativo a esse isolamento que as crianças estão sujeitas é o incentivo dos próprios pais ao consumo das redes sociais, dos jogos de videogame, dos produtos audiovisuais, que chegam até a supersaturar os sentidos dessas crianças em fase de desenvolvimento de sons e cores, e expondo essas crianças a representações, muitas vezes, que fazem parte do mundo adulto e não diretamente daquela realidade fantástica da criança. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais, se possível, a esse respeito para a gente, dessa experiência de supersaturação dos sentidos no desenvolvimento da criança pelos meios audiovisuais e pela internet. Merci, parce que cette question, en effet, est très stimulante. Vous avez employé le mot isolation, qui est celui qu'on emploie en neurophysiologie. L'isolation, ce n'est pas l'isolement. L'isolation, c'est la privation totale d'informations sensorielles. Alors que l'isolement, on en a besoin de temps en temps pour arrêter la communication et se reposer. Donc, le mot me paraît tout à fait pertinent. On sait maintenant que lorsque l'isolation est durable, le cerveau est altéré. Mais dans les petites années, il y a un bouillonnement des synapses qui fait qu'un bébé est facilement traumatisé, mais que si on lui propose un substitut affectif, il déclenche très rapidement une résilience neuronale, c'est-à-dire que son cerveau se reconstruit très vite. Alors que notre cerveau est terminé, est adulte à l'âge de 25 ans, c'est ce qu'on dit, et après l'âge de 25 ans, on est plus difficile à traumatiser et on est aussi plus difficile à reconstruire s'il y a eu une période d'isolation. Mais quand on est petit, si l'isolation a été intense et durable, le cerveau est asséché. Et on voit en neuroimagerie que le cerveau est éteint, c'est-à-dire qu'il est gris, bleu ou au maximum vert, alors qu'un cerveau qui fonctionne bien consomme beaucoup d'énergie, et on voit des nappes d'énergie, rouge, jaune, orange, se déplacer au fur et à mesure de nos efforts intellectuels ou gestuels. Donc là, si l'isolement a été trop durable, trop intense, et surtout trop précoce, le cerveau s'assèche, il s'éteint, et même si on propose une niche sensorielle, l'enfant ne redémarre pas et il reste éteint. C'est ce qu'on a vu en Roumanie,
où il y a, sur 200 000 enfants, 100 000 enfants ont repris un bon développement et 100 000 enfants n'ont pas pu déclencher un processus de résilience alors qu'on les avait bien entourés, mais leur cerveau ne réagissait plus. Donc ça veut dire que il faut raisonner non plus en termes de une cause provoque un effet, comme nous a appris à le faire Descartes, mais en termes de convergence de déterminants. Or, il y a des cultures qui ne laissent jamais un bébé seul. Par exemple, dans les cultures asiatiques, il est impensable de laisser un bébé seul. Si la mère tombe malade ou meurt, le bébé aura quand même autour de lui une famille et il pourra continuer à se développer. Or, nous, en Occident, on est fiers d'isoler les bébés. On leur donne leur chambre. Dans notre idéologie d'occidentale, on pense que mettre un bébé dans une belle chambre, on a fait notre travail de parents. Pas du tout. On a fait un bébé a besoin de sa chambre à lui, c'est le corps de sa mère et la présence du père ou d'une famille. Et c'est pas de le mettre tout seul dans une chambre. Et quand des Japonais sont venus chez moi, les amis de ma fille avaient mis au monde des bébés et on avait mis les bébés au 2e étage. J'ai une maison où il y a 2 étages. Et les bébés, on avait fait un petit dortoir au 2e étage, et avec une boîte qui capte les pleurs de bébé. Et à un moment, on était en train de parler, et un bébé au 2e étage s'est mis à pleurer. Toutes les jeunes mamans sont parties comme aux Jeux Olympiques pour la course des 100 mètres. Et hop, elles ont grimpé les 2 étages au sprint. Et les Japonais qui étaient chez moi ont éclaté de rire en disant « Mais vous, les Occidentaux, vous n'êtes vraiment pas logiques. Pourquoi est-ce que vous mettez les bébés au 2e étage et que vous courez quand ils pleurent? Il suffit de les mettre dans la cuisine ou dans la salle à manger. Et vous allez les rassurer d'un bruit ou en tapotant ou en les caressant. » Or, dans la culture japonaise, dans beaucoup de cultures africaines, c'est comme ça aussi, on ne peut pas laisser un bébé seul. Donc s'il y a un accident familial, un accident maternel, si la mère meurt, si le père meurt, etc., eh bien, le bébé continue à être sécurisé et à se développer, ce qui n'est pas forcément vrai dans les cultures occidentales. Et aux États-Unis, on constate que depuis ces 10 dernières années, les évaluations comportementales des bébés, l'attachement des bébés, comme je l'ai montré tout à l'heure, l'angoisse des bébés préverbaux a augmenté aux États-Unis depuis ces 10 dernières années, peut-être parce qu'on s'occupe moins des bébés, ils sont isolés. On ne leur propose pas de substitut familial ou professionnel. D'où, quand j'ai remis le rapport à Macron, notre président, dans ce rapport, on dit que ou bien il faut organiser la niche sensorielle autour des bébés pour empêcher l'isolation, et que pour ça, il y a la mère, bien sûr, on ne peut pas y échapper, le père, et si les mères travaillent, il y a les substituts familiaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent proposer un substitut affectif tout à fait valable pour le développement des enfants. Et John Bowlby, qui est à l'origine des théories de l'attachement, dit que ce qui sécurise le mieux un enfant, c'est un système familial à multiples attachements. La mère, bien sûr, le père, la grand-mère, la nounou. Et à ce moment-là, comme dans les cultures asiatiques ou comme dans les cultures africaines, si un malheur arrive, le bébé continue son développement. Il n'y a pas d'isolation. Professor Cyrulnik, muito bom dia. E o meu agradecimento muito enfático, a minha felicidade de tê-lo ouvido nessa manhã. Sou o professor Regis
Regis de Moraes. Então, eu queria só perguntar ao senhor, mas é uma pergunta rápida. O senhor fez uma exposição belíssima, encantadora para mim, que sou filósofo, eu não conhecia tão bem, que não conhecia muita coisa do que foi exposta. Mas eu pensei todo o tempo no filósofo Martin Buber, o filósofo austríaco e judeu, judaísta Martin Buber, quando ele, no seu principal livro, Eu e Tu, ele começa dizendo: o ser humano é um ser de relação. Ele só se faz mais e mais humano à medida em que pode se relacionar. E então, ele, como o senhor sabe, ele aborda a relação eu-isso, que são as relações objetais, relação com as coisas e com a natureza. Ele aborda as relações eu-tu, e isso com grande beleza, porque são os encontros humanos verdadeiros. E como judaísta, ele, um espiritualista, em terceiro plano, ele coloca a relação eu-tu eterno. E eu pergunto ao senhor se, utilizando as notas que eu fiz da sua exposição, preciosas notas que eu fiz da sua exposição, se eu poderia fazer futuramente alguma conjunção entre a antropociência que o senhor abordou e a antropologia filosófica de Martin Buber. Alors, merci beaucoup, parce qu'effectivement, cette manière de poser les questions est une forme d'anthropologie. Lévinas, qui est aussi un philosophe juif, disait que le visage était la forme principale de l'altérité et que tant que je suis soumis, je vois le visage de l'autre, je suis responsable de l'autre. Donc c'est une autre manière de dire ce que j'ai proposé dès le début de mon exposé ce matin. Nous, êtres humains, on ne peut pas vivre sans autres. Freud, qui est aussi un philosophe, presque philosophe juif, on dit que Freud n'aimait pas la philosophie. Mais si vous allez à Londres, à Hampstead, dans sa dernière maison, au premier étage, il y a la bibliothèque de Freud, et vous trouverez tous les livres de Nietzsche et de Schopenhauer annotés par la main de Freud. Donc peut-être il n'aimait pas la philosophie, mais en tout cas, il fréquentait les philosophes avec un crayon à la main. Alors, cette manière anthropologique de poser la question, elle part du monde vivant. Nous, êtres humains, on est des êtres vivants, donc responsable des autres, comme le disait Lévinas ou Martin Buber, on est responsable des autres, mais on a aussi ce monde de mots qui crée un monde, on invente un monde d'hypothèses auquel on croit. Et Freud disait que dans la parole, dans le simple fait d'être capable de parler, il y a un implicite délirant. Et ça confirme un petit peu ce que je vous ai proposé ce matin. C'est quand la parole est d'abord un objet sensoriel, un toucher, puis quelque chose une sonorité qui désigne une chose dans le contexte, puis une sonorité qui désigne une chose invisible, puis un ensemble de sonorités, les récits et la double articulation, qui inventent un monde de mots qui agit sur nous. Sauf que, parfois, ce monde de mots est cohérent et continue à désigner quelque chose du réel, et parfois ce monde de mots est cohérent et ne désigne plus rien du réel, donc l'implicite de la parole, c'est le délire. Et là, je suis en train de paraphraser Michel Foucault. C'est-à-dire que les animaux peuvent avoir des hallucinations, des confusions, mais ils ne peuvent pas délirer. Parce que pour délirer, il faut inventer un monde de mots coupé de la réalité sensible. Et c'est peut-être ce qui explique que nous, on est capable de crimes contre l'humanité. On se soumet à un monde de mots coupé de la réalité,
on y croit et on obéit à ce monde de mots délirants. C'est ce que font les racistes, c'est ce que font tous les langages totalitaires. Et ça pose un problème anthropologique fondamental, c'est que c'est au nom de l'humanité qu'on a commis pratiquement tous les crimes contre l'humanité. Hitler disait que c'était pour apporter 1000 ans de bonheur à la race humaine. Mais dans la race humaine, il ne mettait que les blancs aux yeux bleus. Les noirs étaient des êtres humains, les nègres, comme il disait, étaient des êtres humains, mais inférieurs. La race supérieure, c'était les blancs aux yeux bleus. Ce que je conteste fortement, les hommes de race supérieure, c'est les chauves. Et il y a sûrement... Et il y a sûrement des publications scientifiques pour prouver ça. Donc ça veut dire que la parole qui a un effet magique, qui constitue le monde humain, il faut aussi s'en méfier, parce qu'elle peut aussi constituer des délires logiques et c'est peut-être ce qu'on constate maintenant sur la planète avec cette étrange... J'ai commencé ma vie, je suis né avant la Seconde Guerre mondiale, et j'ai subi un langage totalitaire. Et j'arrive au dernier chapitre de mon existence en voyant réapparaître un autre langage totalitaire. C'est plus la biologie imaginaire des nazis, mais c'est quand même un langage totalitaire qui s'est fondé sur d'autres prémices. Donc la parole, c'est la fée qui nous enchante, mais c'est aussi le diable qui peut nous mener à l'enfer, d'où la nécessité d'avoir l'esprit critique, comme le proposait Freud, ou comme le proposent la plupart des philosophes d'ailleurs. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je suis très content de ma réponse. Obrigada, professor Boris. Nós também estamos muito felizes com a sua conferência.